merci de votre présence pour cette présentation sur les métiers du design. Une présentation que je voudrais volontiers interactive. Je me présente, je suis Florent Orsoni, je suis directeur de la prospective et de la professionnalisation à l'école de design. Prospective, tout simplement, c'est le futur des métiers du design, justement. C'est aussi mon boulot, c'est d'aller regarder quels sont les métiers. On a une responsabilité dans cette école. Dites-vous que quelqu'un qui rentre en 2024, donc potentiellement l'un ou l'une d'entre vous ici, sortira de l'école en 2030. Et en fait, mon job, c'est d'essayer d'anticiper, de voir un peu, et je salue Stéphanie Martin-Petit qui m'accompagne là-dessus, de voir quels seront l'état des métiers en 2030. Vous imaginez, c'est quand même assez vertigineux. Donc, on doit essayer de se projeter et de préparer les gens au futur là-dessus. Alors, si on les prépare justement sur ces évolutions du design. On les prépare aussi sur les évolutions des métiers. On a la chance d'avoir 4500 alumni à la louche, c'est ça ? 4000, je suis toujours un peu optimiste, mais 4000 alumni donc anciens qui nous permettent d'avoir une cartographie en fait assez précise de ce qui se passe dans ces métiers, de la réalité, de leur évolution. Et le but du jeu, nous, c'est qu'on adapte au mieux la pédagogie en fait à ça. Voilà, c'est vraiment notre souci constant. Et en fait, la méthode qu'on a, c'est d'aller l'adapter avec des partenariats entreprises ou encore de demander à nos anciens. Qu'est-ce qui se passe, quelle est la réalité, de les faire revenir, etc. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant ce qu'ils font nos anciens. Parce qu'en fait, quel mot vous associez au design ? En fait, toutes ces définitions-là du design sont justes. Tous ces mots-là sont justes. Je vais vérifier, à part BTU, BUH, là, il y a eu une erreur pour copier le code. Mais c'est vrai qu'on est avant tout dans de la créativité. Donc imaginez tout ce que ça recouvre, la créativité. On est dans un métier de conception, c'est très bien vu aussi. On est dans un métier d'innovation, c'est-à-dire qu'on va essayer d'inventer des choses nouvelles. On va être dans concevoir, vous avez bien compris que c'était fabriquer des choses. C'était d'un seul coup donner corps à une idée. C'est aussi ça du design. C'est de la création, c'est l'imagination, mais c'est pas que l'imagination, c'est rendre tangible, rendre réelle l'imagination qu'ont fait les ateliers. C'est créer le futur ou être dans la prospective, être dans le futur. Il y en a quelques-uns qui sont un peu calés. La motion, c'est faire peut-être de la vidéo. C'est s'exprimer aussi par différents moyens. La vidéo, les affiches, parfois même l'objet, l'architecture, voilà, le graphisme. Voilà, tout ça est juste. Et c'est un métier du manuel, c'est un travail de la main aussi. Donc, voilà, on a toutes les peines du monde parfois à définir ce qu'est le design. Et tout ça pour vous dire que les métiers du design, en fait, sont extrêmement nombreux. Il y a autant de métiers que de designers, de métiers, de carrières. Et je vais vous présenter quelques-unes des carrières. Et après, surtout, il faut vous préparer aux questions. Il n'y a pas de questions taboues. Voilà, moi, je serais ravi vraiment de vous appuyer là-dessus. Voilà, c'est notre job. Vous avez bien compris, ici, on est des passionnés. Et c'est aussi ça. Voilà. La plus belle réussite de l'école, ce sont nos anciens. On en est particulièrement fiers. J'ai eu la chance auparavant, moi, d'être directeur d'un design lab et donc de ces unités de recherche et donc d'avoir accompagné un certain nombre d'entre eux. Un mot à retenir, on est une école avant tout professionnelle et professionnalisante. L'objectif, le vrai marqueur, c'est vrai, le seul indicateur valable, c'est ce qu'on dit, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire que, en gros, on sort d'ici le jour où quelqu'un met le pied en dehors de cette école parce qu'il est diplômé, il y a une chance sur deux pour qu'il ait déjà un job, en fait. Ça, c'est un premier truc. Le jour J, le stage ou l'apprentissage se transforme, en fait, plus l'apprentissage que le stage, d'ailleurs, se transforme en job. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment à 6 mois, 80%, et puis on s'envole à 90% après, etc., de jobs voilà, qui sont en lien avec les métiers du design. On le fait parce qu'on est très en lien avec différentes boîtes. Il y en a quelques-unes qui vont vous parler, peut-être d'autres moins. Airbus, par exemple, on travaille avec eux, ils sont pas loin, c'est nos voisins, sur l'intérieur des avions, certes. Voilà, parfois sur les cockpits d'avions, vous voyez où ça va aller, ou parfois encore sur les usines. Parce que comment est-ce qu'on organise les travaux des ouvriers, les plans des travaux des ouvriers. Vous voyez, il y a aussi cette dimension, ça peut paraître un peu surprenant comme métier.
Naval Group, ça c'est intéressant. Bon, c'est l'armée aussi. C'est travailler sur les intérieurs des sous-marins, par exemple. Il y en a qui font ça aussi. Intérieur des sous-marins, quand on reste très longtemps, voilà, ça fait peut-être pas rêver tout le monde, évidemment. On a aussi Chanel. Chanel, c'est un partenaire assez fort ici. On va travailler sur les boutiques Chanel ou parfois sur des objets, évidemment, Chanel. Voilà, Groupe Atlantique aussi, les chauffe-eau, ça peut paraître surprenant, mais oui, il y a besoin. Un chauffe-eau, c'est pas qu'un ballon d'eau chaude, comme on dit, il y a aussi d'autres manières de le présenter. Bref, les métiers du design sont multiples, les boîtes avec lesquelles on travaille sont multiples. Vous connaissez toutes et tous Ikea. On a un gros contingent de gens qui sont chez Ikea. Par exemple, voilà, c'est toutes ces boîtes-là, en fait, qu'il faut aller chercher. Alors, on va balayer rapidement les métiers. Encore une fois, j'attendrai vos questions. Gardez-les, voilà. Autour de ça, métier designer de produits, c'est ce à quoi on pense. Par exemple, designer de bateau. Ça, c'est quelque chose, voilà, dans le nautique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est à la fois de l'architecture d'intérieur, donc d'un catamaran, par exemple, ou de n'importe quel bateau. Ça peut aller aussi au bateau donc de Naval Group. Là, on va travailler vraiment au millimètre. C'est-à-dire pourquoi il y a besoin d'un designer, c'est qu'il faut optimiser à fond le moindre rangement, le moindre tiroir, etc. C'est extrêmement technique. Et en plus, sur les catamarans, justement, un peu luxe, il faut faire ça beau, il faut faire en sorte que ça puisse rentrer. Vous voyez là, les petits coins arrondis aussi, c'est pas des détails quand la mer est un peu démontée, etc. Il faut travailler sur la sécurité. Vous voyez, le design, c'est en fait quelqu'un qui va intégrer des trucs contradictoires et complexes. Sécurité, beau, luxe, mer, etc. C'est des choses qui sont particulièrement complexes. Et puis parfois, quand on travaille depuis l'étranger ou quoi, avec des clients à l'étranger, eh ben, il faut travailler dans des environnements immersifs, avec de la 3D, de la 2D, proposer des images. Voilà, il y a une forte dimension de beau et de rêve. Il ne faut pas oublier qu'un designer est avant tout un créateur de rêves. Avant tout, le design est une discipline des arts appliqués, c'est-à-dire qu'on va utiliser les arts pour justement au service du beau, au service de l'usage, au service de l'entreprise et de l'industrie également. Ça, c'est le premier mindset. Voilà, faut pas oublier d'où vient le design. Et puis évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux enjeux ? Ces nouveaux enjeux qui sont écologiques, voilà, il faut travailler aussi aujourd'hui. On a des contraintes de plus en plus fortes au niveau des matériaux, au niveau de la provenance, au niveau des choix. Et ça, c'est aussi un des métiers du designer, c'est d'aller travailler sur ces matériaux, sur quelque chose qui fait sens. Ici, par exemple, dans des villes de plus en plus, voilà, où il fait de plus en plus chaud, etc., commencer à créer de plus en plus d'espaces verts. Et puis, de ces espaces verts, il faut penser à l'arrosage, il faut penser à la récupération d'eau. Il y a un cahier des charges de plus en plus complexe là-dessus. Et ça, c'est l'histoire de Jérôme Boissière, qui est un designer qui est passionné de nature et d'amener la nature dans les environnements urbains. Ça, c'est son truc, c'est sa passion. Et je l'ai vu, je l'ai suivi pendant 5 ans. Et voilà, finalement, vous voyez, on peut faire de son métier une passion, on peut arriver à faire des choses. Et ce que fait Jérôme, c'est que lui, c'est un designer qui est indépendant. C'est-à-dire qu'il fait en fait ce qu'on entend souvent dans le design de produits, il va créer du mobilier et ce mobilier urbain va après se vendre un petit peu partout, à gauche, à droite. Alors il est indépendant mais il bosse aussi pour une boîte, il fait un peu les deux, de bosser pour une boîte de mobilier urbain et d'essayer de proposer ça. Mais voilà, il fait pas n'importe quoi, ce qui tient c'est amener de la verdure et de la nature dans les villes. Voilà, c'est très 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 belle personnalité, Jérôme. Un autre point aussi, vous voyez, il y a aussi des échelles un peu plus petites. Ça, c'est Élodie Le Paludier. Élodie Le Paludier, c'est intéressant parce qu'elle bosse chez Lego. Vous en avez entendu parler, évidemment, de cette boîte. Et Lego, vous voyez, ça, c'est du design industriel parce qu'en fait, il faut amener ces petites briques et puis il faut que ces petites briques, on en fasse aussi bien une grue que autre chose.
Et puis, une grue, une voiture ou quoi. Donc, il faut utiliser un certain nombre de composants. Et là encore, créer du beau, créer quelque chose qui soit un peu sympa, ludique pour les enfants. Ma fille est fan d'Harry Potter, par exemple. Il faut aller décliner les trucs pour Harry Potter, les univers, etc. Mais en utilisant les bonnes briques. On ne va pas choisir des briques absolument incroyables. Il faut faire ça aussi avec une économie de moyens. Donc, vous voyez, on va être au centre de ces contraintes. La créativité et la contrainte. C'est ça le métier du designer. Chez Lego, on commence à avoir pas mal de monde. Vous avez bien compris que quand vous êtes à l'école de design, en fait, l'idée, c'est d'être une école assez ouverte sur le monde et sur les boîtes qui travaillent et qui sont un peu référentes. Donc, derrière vos Lego, il y a du design. Et puis, ce qu'il y a de super intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que de plus en plus, Lego développe des choses aussi avec de l'interactivité. Peut-être un Lego qui soit un peu augmenté par une application. Donc ça travaille aussi là-dessus. Vous voyez, on va petit à petit glisser du design de produit à du design de produit et d'écran, d'interface. Et comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on travaille sur l'expérience du jeu un petit peu améliorée? Voilà, ça c'est du design aussi. Et finalement, le design qui est historiquement produit, nous on est historiquement du produit, eh bien, commence à aller de plus en plus vers ces champs de l'interactivité, du jeu, etc. Donc on va explorer aussi à l'école de design et dans les métiers du design les mécaniques de jeu. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de continuer à jouer? Qu'est-ce qui fait que l'expérience est simple et sympa? Voilà. Ça, c'est aussi le design. C'est pas seulement faire du beau, c'est aussi travailler sur l'expérience, c'est aussi observer les usagers. Comment est-ce qu'ils jouent? Modifier des choses. En fait, c'est un travail de recherche, c'est un travail sans arrêt où on va pas faire du beau pour du beau, du moins à l'école de design. On va faire du beau pour de l'usage, pour continuer à réfléchir. Donc ne pas oublier aussi cette dimension-là d'expérimenter, d'observer les usagers. Et ça, c'est les enjeux multiples du design. Voilà, il faut bien avoir ça en tête, d'observer, d'aller sur le terrain. Si on continue avec quelques parcours d'alumni, ici on a Clémence. Clémence Mahé travaillait sur... moi, je me rappelle de ses... Ça fait un peu ancien combattant quand je dis ça, mais je me rappelle de ses étudiants. Et en fait, Clémence, voilà, elle était passionnée depuis le début dans l'univers des cosmétiques. Et en fait, moi, c'est pareil, quand il y en a qui sont passionnés depuis le début par les univers de Disney ou quoi, on essaie d'ouvrir le champ des possibles et d'y aller. Et là, c'est Sephora, par exemple. Il y a un gros enjeu, en fait. On n'en a pas l'impression, mais il y a un gros enjeu de déploiement de la marque. Ça, c'est beaucoup autour de l'architecture d'intérieur, dans un domaine qui emploie à tour de bras, parce que la France, je vous rappelle, est largement connue pour ce qu'on appelle le luxe, tous les secteurs LVMH, etc., Estée Lauder. Et donc, il y a beaucoup d'architectes d'intérieur, hein, cette fameuse filière, ou de scénographes. C'est intéressant aussi parce que scénographe, on pense au musée, mais en fait, ça, c'est de la scénographie. Et ça, c'est ce que je peux vous dire que ça s'arrache, ce savoir-faire, quand on a nos scénographes un peu particuliers de l'école. Parce que là, d'un seul coup, il va falloir décliner. Et vous voyez, Sephora, c'est un logo noir et blanc. Et bien finalement, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, etc. Il va falloir travailler sur cette identité, la décliner et l'adapter en plus aux différents pays. Quand on est sur l'international, Christine, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous parlez de ces designers qui ont travaillé à l'international, qui font leurs études chez nous dans ce qu'on appelle les studios à l'étranger. Eh bien, comment j'adapte ce même concept au Brésil en tenant compte des spécificités brésiliennes ou en tenant compte des spécificités nord-américaines. Alors vous allez me dire, tout ça n'est pas durable. Voilà, qu'est-ce que vous faites de la durabilité à l'école? Néanmoins, on travaille de plus en plus et les designers travaillent de plus en plus, encore une fois, sur la provenance des matériaux, le réemploi, la réutilisation de ces matériaux. Et là aussi, voilà, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, de plus en plus important. On décline des concepts un peu à l'international. Et ça, c'est ce qu'on appelle le designer d'espace ou l'architecture d'intérieur. Voilà, il faut savoir aujourd'hui que 80% grosso modo des architectes d'intérieur trouvent assez facilement du boulot dans le retail. Plus délicat, pour être honnête, hein, voilà, j'ai pas la langue dans ma poche. Plus délicat quand on veut faire, vous voyez, de l'aménagement pour particuliers ou quoi. On a plus de soucis d'assurance, de longueur, etc. Moi, je recommande vraiment d'aller dans des secteurs où on peut aussi exprimer sa créativité, mais ça peut aussi fonctionner.
Dans le retail, de plus en plus, en fait, et dans le commerce, donc là où on va travailler en tant que designer, en tant que designer d'espace, là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, où on va avoir besoin de plus en plus de designers. Decathlon, je pense que tout le monde va chez Decathlon, plus ou moins, hein. Je me suis dit que évidemment, Decathlon est un magasin, en fait, des magasins, un fabricant de chaussures. Je crois que c'est l'un de ceux qui emploie le plus nos anciens designers. Eh bien, là, il va y avoir quelque chose de spécial dans ces métiers du design. Il va y avoir ceux qui font les chaussures des objets, par exemple, de plus en plus techniques, ou les vélos, ou encore la tente qui va s'installer en 2 secondes. Il était là tout à l'heure. C'est un ancien Vincent Chiffolo qui enseigne aujourd'hui à l'école. Eh bien, tout ça, voilà, tout ça derrière, il y a du design. Il y a de l'essai-erreur. Le produit, c'est vraiment travailler sur l'essai-erreur, le test, le refaire, faire à un moindre coût, etc. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience utilisateur à l'intérieur du bâtiment. Et là, ça va être le designer d'espace, qui aujourd'hui s'appelle CX Designer. Pardonnez-moi pour l'acronyme, c'est Consumer Experience Designer. C'est quelle va être l'expérience en fait qu'on va vivre à l'intérieur d'un magasin, parce que en fait je ne vais plus me contenter d'avoir ces rayonnages là. À la limite je peux faire ça sur Amazon. Qu'est-ce qui fait qu'on va venir finalement dans un magasin? Et en fait aujourd'hui c'est en train d'être bousculé complètement. Ce qui fait qu'on vient dans un magasin, c'est pour tester, c'est pour vivre une expérience, c'est pour avoir des renseignements. Donc tout ça il faut l'intégrer, cette complexité là liée au numérique, il faut l'intégrer. Et pour moi, c'est hyper important, c'est pas qu'anecdotique. C'est qu'est-ce qui fait qu'on reste pas derrière son ordinateur et qu'on a envie d'aller dans un magasin, qu'on a envie de bouger. Et ça, c'est vraiment chouette. Et de plus en plus, en fait, au sein de Decathlon, par exemple, je ne vais pas dévoyer leur stratégie, on est très en lien évidemment avec eux, on les voit hyper régulièrement. En fait, ce qu'ils promeuvent, c'est ce qu'on appelle l'active living, c'est la vie active, le fait de bouger sans arrêt. Eh bien, le designer, il va devoir le traduire quelque part dans la fabrication de chaussures, dans le magasin, dans la fabrication de l'imagination de nouveaux produits. Donc, en fait, il y a une grande ligne comme ça. L'active living, la vie active, l'activité, etc., le sport, et pas forcément le sport de compète, le sport tous les jours. Quand vous êtes venu à vélo, peut-être ici, au vu de la circulation, etc. Voilà. Et ça, charge au designer de commencer à travailler, encore une fois, à incarner ce que ça va être cette espèce de concept fumeux. Et là, vous voyez, on est dans un truc très stratégique. On va poser la question au designer. Attends, ça veut dire quoi, active living? Est-ce que tu peux me traduire ça en français dans le texte, s'il te plaît? Donc ça, c'est un point important. Et puis, ce qu'il va falloir aussi, c'est rendre sexy, pardonnez-moi l'expression, des produits durables. Parce qu'en fait, ces produits, chez Decat, ce qui va être intéressant, et c'est là où on est très fiers d'aider aussi l'industrie française, on n'est pas trop décliniste ici, on est très fiers d'aider l'industrie française parce que en fait, l'idée c'est des produits durables qu'on loue plutôt qu'on achète. Une paire de skis par exemple, si vous allez au ski ou quoi, bien qu'on y aille de moins en moins quand même, et puis il n'y a pas trop de neige dans les Pyrénées, eh bien une paire de skis qu'on loue plutôt qu'on achète. Et donc, ça veut dire que la paire de skis, ben, elle doit être faite aussi de manière particulière. Et ben, vous imaginez tout ça, ben, il faut le traduire. Et ça, c'est le rôle du designer. Et voilà pourquoi les designers ont de plus en plus des rôles stratégiques. Alors, j'ai pas donné de portrait, mais on en a quand même une quantité. Decathlon a fait vraiment le pari du design. UX designer. Alors ça, c'est le truc un peu star, bien que CX, etc., ça marche aussi très bien. UX designer, on a un problème aujourd'hui sur ce qu'on appelle user experience designer, c'est qu'il manque 20 000 UX designers en France. Donc aujourd'hui, on est à 100% d'employabilité sur cette filière, elle est 95%. Pour être tout à fait transparent. Mais je crois que les 5%, je me tourne vers Stéphanie, mais c'est quelques personnes qui ont fait une petite transition ou quoi. Voilà. Donc là, il en manque. On a un vrai sujet. Et en fait, c'est travailler sur l'expérience à partir des interfaces.
Voilà, c'est une interface ici. Et comment est-ce qu'elle va être la plus fluide possible, la plus facile? Vous avez pensé à l'automobile notamment, comment les écrans, je vais pouvoir interagir, faire au mieux, etc. UX designer et UI, ça se fait aussi dans un avion, hein, dans des cockpits d'avion. On travaille aussi avec Thales sur les cockpits d'hélicoptères ou sur les cockpits divers et variés. Voilà comment est-ce qu'on travaille avec l'intelligence artificielle aussi. C'est des gros sujets. Comment est-ce qu'on se connecte? Donc là, voilà, un gros sujet. On a la chance d'avoir ici Andrew qui est chez Google, évidemment, parce qu'on en a quelques-uns qui franchissent aussi l'Atlantique pour travailler sur ces interfaces. Et voilà, il y a besoin de 20 000 UX designers, ne serait-ce qu'en France. On est sur une pénurie. Un chiffre intéressant, hein, salaire moyen sortie d'école de l'étude sortie d'études de l'école de design, 38 000 hein, environ. Voilà, je sais que pour les plus jeunes, ça les intéresse pas, mais pour les parents, c'est bien. C'est un investissement potentiellement intéressant. Et voilà, on est sur une fourchette salariale entre 30 000 en général et 38 000, 39 000. Voilà, bon, sachant qu'on a aussi des salaires qui s'envolent outre-Atlantique, notamment. Mais ça vous donne un peu l'idée en France. Alors, l'idée, c'est voilà, la multiplication de ces applis. On a Lydia ici. On a la chance d'avoir le vice-président design de Lydia. C'est toutes ces applis. Vous voyez tout ça, il faut le faire le plus simple. Il faut la confiance, il faut la lecture, la lisibilité, des modèles qui changent sans arrêt. Voilà, tout ça, il faut travailler à ces applis. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'être user-friendly et business-friendly, c'est-à-dire concilier le juste équilibre, toujours l'équilibre. Le designer, dites-vous que c'est un truc d'équilibre entre l'expérience utilisateur et puis évidemment les enjeux business. On est sans arrêt à trouver un équilibre. Dites-vous qu'il y a un truc, c'est usage, économie, identité. Le beau, voilà. Il faut essayer de concilier ça, trouver son cercle là-dedans. Ça, c'est vraiment le rôle du designer, donc application de paiement et diverses applications qui peuvent naître les unes après les autres. L'intuitivité aussi, alors là c'est Germain Ruffier donc, qui est là aussi chez Google. C'est comment en fait travailler à dessiner le futur, c'est essayer de travailler sur de la réalité augmentée, de mesurer et d'imaginer aussi. Ce qu'il faut se dire, et ça c'est bien ce qui est dans la 5e année, c'est d'imaginer de nouveaux usages. Tiens, il y a une techno disponible. Quels sont les usages possibles? Ce qu'on appelle le Google Lens ici. Bah tiens, quels sont les usages, les applicatifs possibles? Comment je vais les décliner? Et là, on va être vraiment dans de la recherche d'innovation, plutôt push techno, mais on va essayer d'interroger des usages, des usagers, faire des tests, etc. Toujours tester, mesurer, voilà, voir comment tout ça va fonctionner et proposer de nouvelles possibilités. En fait, le designer a souvent un rapport avec la technologie. Tiens, il y a une technologie existante, eh bien comment est-ce qu'on va un peu l'humaniser? Comment est-ce qu'on va la rendre plus facile? Quelqu'un me parlait d'Apple, évidemment, qui est l'exemple même, hein. On a quelques designers aussi qui sont chez Apple. Comment est-ce qu'on va rendre, voilà, moi, entre ce design immonde de Asus et puis quelque chose d'un peu plus arrondi, d'un peu plus sympa chez Apple, on voit tout de suite la différence. Et l'air de rien, ça coûte pas plus cher de fabriquer, ça coûte pas tellement plus cher, mais finalement, ça a beaucoup plus de valeur. Par contre, chez Apple, il y a une question qui se pose, c'est la durabilité, parce que la batterie, voilà, c'est pas franchement le truc facilement réparable. Donc, vous voyez, il y a encore des gains à faire dans ces différentes boîtes. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est un designer graphiste. Vous voyez, quelqu'un qui fait quand même des affiches à la base, quoi. Et puis, qui va continuer à questionner son métier. C'est ça le bac+5, en fait. C'est l'idée de pas seulement exécuter, de continuer à travailler son métier, de continuer à être en recherche d'innovation. En fait, du bac+3, donc du DNMAN au bac+5, c'est comment on passe de la conception à cette idée de rentrer dans des cycles d'innovation, d'imaginer des applicatifs
et le monde de demain, le monde du futur, etc. Le designer, voilà, j'aime beaucoup cette idée de, voilà, vous avez connu sans doute les applis de la RATP pour les Parisiens, et j'aime beaucoup cette idée qui est qu'un designer, c'est avant tout quelqu'un qui est dans le prototypage. Vous me le disiez tout à l'heure, quelqu'un m'avait mentionné manuel dans le petit sondage. Eh bien, on y est. Vous voyez bien au rez-de-chaussée, vous allez voir nos ateliers, ça reste la base. Ça reste les mains dans le cambouis. Ça reste de commencer à donner vie et de tester, d'être un peu dans un laboratoire quelque part. Ce qu'on appelle un design lab. Il y en a beaucoup qui sont justement embauchés dans ces laboratoires d'innovation. C'est d'innovation où on va avoir une technologie et puis tiens, on va essayer de la rendre visible et puis de la tester, vous voyez, de regarder, de faire appel à différents usagers et de mesurer en fait la validité de l'innovation. Là, on est vraiment sur cette dimension, encore une fois, Bac+5, et donc de test de ces objets. Donc là, l'idée, c'est un objet connecté à fabriquer soi-même. Vous voyez, bon, c'est pas forcément quelque chose qui est sorti dans le grand public pour la RATP, mais ça fait des tests, ça fait progresser la connaissance et ça fait avancer en fait la vision. L'idée, c'était de garantir la meilleure expérience client, donc sur l'ensemble du parcours. Alors, on a... Voilà. On a également quelqu'un qui était au bain Ribéron. Vous voyez, c'est assez surprenant. Je vous dis, il y a autant de métiers du design que de designers quelque part. Ça va être à vous de créer en fait votre propre métier. C'est ça qui est intéressant. Aubin Ribéron, c'était quelqu'un qui était passionné de lumière en fait et qui devait travailler là-dessus. Et travailler la lumière, en fait, c'est effroyablement complexe quelque part. Notamment travailler la lumière, puisqu'on était dans la RATP, dans les stations de métro, pour éviter que ce soit glauque. Et puis, quelle couleur de lumière? Jaune, rouge. Comment est-ce qu'on optimise l'expérience, quelque part, juste avec de la lumière? Eh bien, Philips emploie des designers lumière pour, voilà, quelle tonalité de lampe, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour rendre un espace plus chaleureux? Encore une fois, une station de métro horrible ou une école de design qui est plutôt lumineuse. Voilà, comment est-ce qu'on va travailler là-dessus? Et ça, c'est extrêmement important parce que ce sont des environnements aussi très normatifs. Et donc, il faut travailler là-dessus. Et évidemment, Philips, vous voyez, Philips Lighting, il y a un gros enjeu. Alors là, il n'y est plus aujourd'hui. Il s'est mis à son compte. Mais voilà, il y a vraiment l'idée qu'on peut faire de son métier une passion. On peut designer beaucoup de choses. Et puis là, c'est un clin d'œil à Stéphane, qui est le directeur adjoint de l'école et qui est au fond de la salle. C'est quelque chose qui m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps, qui est complètement dingue, j'ai trouvé, qui est Moment Factory à Montréal. Moment Factory à Montréal, ce qu'ils font, et je trouve ça dingue, c'est ce qu'on appelle du mapping, en fait. C'est-à-dire des expériences interactives et visuelles qui subliment des monuments. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu quelques-unes, du visual mapping, et qui racontent même des histoires sur les monuments. Ben, ça aussi, c'est du designer scénographe. Ça peut être aussi du designer produit. De toute façon, quand on sort d'ici, dites-vous qu'on est designer avec une palette d'outils dans les mains. Et de plus en plus, à travers ce qu'on est en train de faire. On n'est pas enfermé dans une case, on peut faire beaucoup de choses en fait, parce qu'un architecte d'intérieur peut aussi jouer à ça. Et vous voyez, designer, c'est aussi des environnements sympas, créatifs. Ça, c'est une photo de Moment Factory. Voilà, et c'est vraiment comme ça, hein, les locaux. Et c'est plutôt sympa. Donc, travailler dans ces environnements créatifs, être à l'écoute de ça, être curieux d'œuvres artistiques, etc. Et je pense pouvoir dire que Benjamin Carrier chez Moment Factory, qui est à Montréal, lui, eh bien, s'éclate pas mal. Et là, c'est pas anecdotique, en fait, c'est une boîte qui recrute énormément.
Et là-dessus, c'est comment créer des expériences immersives quelque part, et c'est comment voyager tout en restant chez soi aussi ou à proximité de chez soi. Sublimer des lieux, apprendre à voir les choses autrement. Donc, il y a quand même quelque chose qui est fondamental, voilà, dans ce monde apocalyptique qu'on nous décrit volontiers. Je pense qu'il y a toute une place pour le rêve et pour arriver à ça. Alors Caroline, là c'est marrant parce que c'est ce qu'on appelle du design de service. Le design de service, à un moment, la Maïf se dit mais attendez, à un moment, je vais peut-être arrêter d'assurer sans arrêt des bagnoles parce que il va falloir commencer à switcher de modèle économique. Voilà, comment est-ce qu'on crée des nouvelles opportunités? Et puis ben là, c'est l'idée de travailler peut-être sur une expérience de mobilité, une carte prépayée pour toutes les mobilités. Comment je passe de la voiture au vélo, etc. Comment j'avance de l'un à l'autre. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on va vers des services de mobilité plus vertueux. Donc, à quoi ça ressemble cette carte multiple? Quels sont les acteurs à mettre autour de la table, etc. Et ça, vous voyez, c'est quand même bizarre, c'est la Maïf qui fait ça. Donc, on va chercher, en fait, à pousser les boîtes dans d'autres logiques, à trouver d'autres idées. Et d'autres idées, si elles peuvent être vertueuses pour le monde, c'est plutôt pas mal. Caroline, pour info, a rejoint le Design Lab d'IKEA à Malmö. Donc en Suède, vous voyez, donc un coup on est en France, un coup on bouge un petit peu ailleurs. Voilà, c'est ça aussi qui est important. Vous voyez, elle fait du design de service et puis elle est allée au design produit à Ikea. Il y a vraiment cette dimension où on peut aller de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que le design, avant tout, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui fait, qui propose, qui teste et puis qui repropose. Voilà, c'est ça, en fait, le métier du designer. Et une fois qu'on a ça, en fait, ce mindset-là, cette façon d'agir, eh bien, on est beaucoup plus prêt pour le futur. On est aussi, vous avez bien compris, on a ce qu'on appelle des design labs. Les design labs sont autour de problématiques socio-économiques. Nous, on fait le pari qu'un designer peut être, avec son métier, avec sa palette d'outils, au service des grands enjeux. Vous avez vu, derrière, il y a un CHU. On est en train de signer une convention, on l'espère, avec le CHU, et derrière, il se forme un quartier de la santé. Donc, on a un gros enjeu. Ici même à Nantes, on est porté par cet écosystème. Eh bien, on va essayer de réfléchir à ce qu'est être designer en santé. Et on travaille beaucoup dans les hôpitaux. Vous voyez, on se prépare à ces carrières de designer à l'école au travers des projets en partenariat, ces métiers. On va explorer des nouvelles choses. Et ça, c'est intéressant de voir que designer en santé, eh bien, ça veut dire, OK, vous avez un patient là, quelle va être la chambre qui va aller à ce patient? Comment est-ce qu'on va travailler? Et vous voyez, il faut travailler avec les soignants, par exemple. Et ça, c'est un enjeu. Et c'est intéressant parce que ça va valoriser aussi les différents soignants parce qu'on va les interroger sur le quotidien. Là, en ce moment, par exemple, il y en a qui travaillent sur un chariot dans les EHPAD. Voilà, ça a l'air de rien comme ça, un chariot dans les EHPAD. Mais ça a quand même une dimension de faciliter la vie des soignants. Et je rappelle, de faciliter la vie des soignants qui sont des métiers en tension et peu attractifs. Donc voilà, c'est ça le designer. C'est essayer de réenchanter des choses du quotidien. Évidemment, je ne parle pas du bien-être qu'il y a dans des chambres d'hôpitaux pour trouver le meilleur parcours possible, etc. Voilà, ça aussi, c'est une dimension d'un designer au service d'eux. Donc moi, designer, en fait, j'utilise mes compétences, et c'est ça le pari à l'école de design, au service de la santé. Et en gros, c'est de répondre à un truc, améliorez-moi le parcours patient, améliorez-moi l'expérience du patient. Vous voyez, on travaille de plus en plus sur un design dit d'expérience, plutôt qu'un design dit de produit, etc. Ça, c'est vraiment cette dimension. Encore plus loin, ici, c'est Armelle Lecause. Armelle Lecause, en fait, c'est carrément à travailler sur designer la démocratie. Comment, en fait, le designer peut beaucoup plus participer à l'élaboration des lois.
Donc vous voyez, il avait travaillé sur une application et il est très impliqué autour de ça. On a beaucoup de designers, curieusement, et dans les conseils départementaux, par exemple, qui travaillent sur le service rendu aux citoyens. Vous voyez où ça mène, hein, ça mène même à la fonction publique territoriale, donc c'est pour vous dire où on peut aller. Et puis, Christine en parlait tout à l'heure, c'est le designer entrepreneur. Il y a une certaine logique, ça on en est super fiers. Je me demande s'il n'est pas exposé ici aujourd'hui, c'est Otto. Je ne sais pas si Alexia, non, on n'en a peut-être pas. On l'avait exposé. Et Otto, c'est absolument incroyable. C'est un fauteuil qui a été développé donc par Alexia, designer, et qui a travaillé avec un ingénieur. Et l'idée, c'est que les personnes autistes qui parfois sont en difficulté dans des environnements qui sont très ouverts comme celui-là, puissent ressentir une pression qui va les rassurer et qui va éviter les crises d'autisme. Et là, ce qui est génial, c'est une idée qu'elle a eue en fait pendant son projet de fin d'études ici. Et puis l'idée, elle a mûri, elle est avec un ingénieur pour travailler sur la manière dont la pression va arriver. Donc vous voyez, elle travaille très attentivement. Et puis là, elle commence à en vendre quelques-uns. Et on a bon espoir que ça puisse continuer. Elle en vend un peu en Europe, etc. Et on va travailler de plus en plus, parce que c'est une nécessité, sur des designers entrepreneurs. Voilà, continuer à développer ce modèle d'entrepreneuriat. Voilà, donc ça c'est pour finir. Préparez vos questions parce que je laisse volontiers un temps aux questions. Voilà, c'est vraiment, je laisserai la parole à ces alumni. Hein. Design, résoudre des problèmes. Voilà, c'est notre travail doit rester le plus invisible possible. Le designer s'efface. Le designer, c'est finalement quelqu'un de poli qui s'efface. Le designer, c'est un levier de compétitivité pour l'entreprise. Voilà, être designer, c'est avoir une valeur. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est mieux produire des choses et assurer, projeter des nouveaux usages, imaginer des nouveaux usages. Et puis, j'aime beaucoup Bastien Kerspern qui fait du design fiction et qui questionne les futurs de manière un peu provocante. C'est-à-dire qu'il va créer des scénarios du futur, carrément, un peu comme Star Wars, etc. Mais c'est des scénarios du futur à 5 ans, en disant, voilà, si vous continuez comme ça, il va se passer ça, mais prenez parti. Donc, c'est un designer qui va être capable de représenter un certain nombre d'enjeux.